frais de la mer, la grande plage de sable blanc et ces magnifiques maisons anciennes à Colombage. Bonjour à tous et bienvenue en Normandie les amis pour vos nouvelles échappées belles. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans ce coin de France qui attire chaque année plus de 6,5 millions de visiteurs. Un endroit vraiment apprécié des gens qui voyagent dans notre pays. Et aujourd'hui, la Normandie, on va aller l'explorer ensemble de village en village. Je viens d'arriver dans la petite ville de Trouville sur ce magnifique bord de mer et c'est ma dernière étape urbaine avant de poursuivre cette aventure. En France, je crois qu'il y a un véritable fantasme sur la vie dans les petits villages. D'ailleurs, aujourd'hui, 92% d'entre nous estiment qu'il est bon d'habiter à la campagne, notamment pour la qualité de vie au quotidien. Jamais ce taux n'a été aussi élevé. Avant, c'était la vie dans les villes qui était plébiscitée. Alors, en allant à la rencontre de celles et ceux qui m'attendent dans les villages normands, j'ai envie de voir ce que cette vie a de si agréable, mais aussi quels sont les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien pour pouvoir habiter dans ces villages. Si vous hésitez à franchir le pas, peut-être que ce voyage va même vous aider à changer de vie. Alors parez pour l'aventure les amis, c'est parti! Dans les villages de Normandie, beaucoup de personnes et donc des énergies différentes s'investissent dans le village pour le faire vivre. Et chacun y met son attention et c'est ce qui fait la richesse. Ismaël Khelifa rencontre des Normands engagés. Je suis paysanne boulangère parce que déjà je voulais absolument faire quelque chose de mes mains et je ne concevais pas ce métier de boulangerie sans le métier agricole. Mais t'as un côté très british quand même. Mais on n'est pas loin en fait. La Normandie, c'était l'Angleterre. Surprenant. D'année en année, en fait, il y a eu des succès de reproduction, si bien pour atteindre maintenant un effectif de l'ordre de 40 couples chaque année. On peut la considérer comme la plus belle colonie régionale en Normandie. Et attachant. Il y a une émotion parce que chaque nouvelle cloche, c'est un peu comme une naissance. Et puis quand on a la chance d'avoir les paroissiens qui sont là pour partager cet événement avec nous, on est très heureux, mais ça nous met un petit challenge complémentaire. Sur terre, dans les airs. Mais c'est toujours aussi beau et toujours un plaisir. Et en mer. Je suis trop heureux d'aller vivre ça avec vous parce que la SNSM, c'est quand même quelque chose de mythique. Enfin, pour moi, c'est vraiment les gens qui donnent de leur temps bénévolement pour aller sauver les autres, quoi. C'est ça. Une échappée inspirante. On commence avec des idées simples et en bonne santé et on finit complètement fou. Voilà, donc j'en suis à ce stade, il est temps que je passe le relais. Je commence à y prendre goût, Paul. Bienvenue en Normandie! Qui va un peu faire du bruit, hein. C'est tout à fait normal. Comment? T'es dans une 2 chevaux. Ah oui, ok. Le road trip en 2 chevaux dans les petits villages du Pays d'Auge et du Bocage, j'en rêvais Philippe. Je suis trop content de faire ça avec toi. Bah, moi je suis content que tu puisses rêver de notre région. Parce que moi je la vis, vrai. Donc je vis un rêve tous les jours, ça veut dire quelque part un peu ça. J'avais envie de la faire, vraiment de la faire visiter, de la faire découvrir, de la faire apprécier. Le moyen, le mieux que j'ai pu trouver, bah, c'était cette voiture mythique, celle qui parle à tout le monde. Tu fais le circuit qu'on fait là avec une voiture normale, ça n'a plus du tout le même aspect. Pierrefitte en Auge. Oui. Emblématique village normand, avec les maisons à Colombage, avec les chaumières en fait, voilà. Ah. On va aller voir tout ça d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est joli ça? C'est la vraie chaumière, hein? Alors ça, c'est la vraie chaumière. On a à peu près 35 cm de chaume. Le chaume, c'est quoi en fait? C'est une plante? C'est un... Un roseau. C'est un roseau? C'est un roseau. Alors tu vois que sur le fêtage,
On a une bande de terre, et cette bande de terre, on va planter des iris dedans. C'est ce qui assure bien sûr l'étanchéité là-haut. Ça permettait tout simplement bien de maintenir la terre. Et pourquoi on construisait avec des chaumes ici? Parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Là, tu es à la maison du peuple, du pauvre, qui n'avait pas assez d'argent pour se payer de l'ardoise, qui n'avait pas assez d'argent pour la tuile, pour le tuileau. Mais bon, c'est quelque chose de simple, d'efficace, et c'est très bien au niveau thermique, ça. Ah ouais, ça isole bien. Oui, ça isole bien. J'adore Philippe, c'est trop cool. Oh. Voilà. C'est parce que tu as passé à la première en fait. Ah oui, pardon. Mais là, tu es en troisième. Ah bon? Là, je suis en deuxième. Deuxième, oui. Voilà, super. Tout droit. Ça à droite, on est bon. Tout droit. On va chez Benoît, qui en fait possède une ferme authentique cidricole. Et voilà mon ami. Allez, hop là. Regarde, seul automatisme de la voiture. Ah, formidable, ça marche. Électrique. Allez, c'est par là, tiens, vas-y. Après vous, monsieur le guide. Non, mais je t'en prie, vas-y. Non, après vous, allez, on y va. Alors, tu fais attention, Ismaël, là. C'est pas très haut, les Normands étaient petits. Salut Philippe, tu vas bien? Et toi, toujours dans le... Tu tombes à pic? Dans les bonnes choses. Bonjour. Je te Bonjour. présente Ismaël. Enchanté, bienvenue. Je vous serre pas la main, je veux pas... Ça va désinfecter les mains. Vous connaissez, vous, le Calvados? Je sais que c'est ici que c'est produit. C'est un peu l'alcool emblématique de la Normandie. Complètement, c'est une appellation d'origine contrôlée. Vu qu'il est encore en maturation, je vais pas le goûter, mais je vais le sentir quand même. Mais tournez déjà dedans. Ah oui, c'est fort quand même. Hein. C'est à combien de Calvados? Celui-là, il est à 60 degrés. D'accord. C'est sympa. Ah, c'est super. Ouais. Je sens une très bonne odeur, sucrée, goût pomme. Mais viens voir, c'est Josette, la reine de confiture. Ah, génial. Bonjour Josette. Le Saint Saint Graal. Je suis en train de faire mes confitures. Et Josette a fait 10 000 pots de confiture par an. 10 000 pots? À la main, traditionnelle dans ces chaudrons en cuivre. J'ai toujours aimé faire les confitures. Pour moi, c'est un bien-être. Ça me fait du bien. Et qu'est-ce que vous préparez alors, Josette? Alors, du confit de cidre. Donc, j'ai mis du cidre, du sucre, et je le fais cuire jusqu'à temps qu'il réduise, et après, je le mets en pot. On va déguster gelée de pommes et confiture de cidre. Philippe, c'est laquelle t'as préférée, toi? Confit de cidre ou gelée de pommes? Confit? Confit de cidre. Vas-y, goûte. Ah, c'est vraiment étonnant. C'est original, hein? Ouais. C'est du parfum de cidre. Non, ne trompe pas. Ah, pardon. Ok, chef. Disons que c'est à la baguette ici, hein? Oui. Et ça, c'est la gelée de pommes. C'est délicieux au petit déjeuner. Il faut dire qu'elle est bonne. Allez, on fait un petit assortiment. Je vais vous mettre un petit pot de confiture de cidre, de la gelée de pommes et de la gelée de poire. Et c'est bon. Merci beaucoup, Josette. Au revoir. Merci, Benoît. Et je vous enverrai un petit message pour vous dire si mes enfants ont aimé. Hein. Merci. Mais je doute pas trop de la réponse. Calvados, Camembert, Pont-l'Évêque, la gastronomie normande est indissociable de ces villages. Si beaucoup d'entre eux ont souffert du débarquement, la région compte encore beaucoup de bourgades classées parmi les plus belles de France. De la mer à la campagne, des maisons de schiste du Cotentin au colombage du Calvados, les villages de Normandie offrent de multiples facettes. Ajoutez-leur un petit rayon de soleil et vous n'aurez plus qu'une envie, venir vous y installer. Donc c'est une maison en silex, en briques Saint-Jean, et vous avez une couverture en tuiles anciennes. Elle est d'époque 18e et elle a été restaurée dans les règles de l'art. Ils ont gardé tous les éléments anciens. C'est ce que vous recherchez, je crois. Oui. Ouais. Carole et Guillaume sont à la recherche d'une perle pas si rare. Le Pays d'Auge foisonne de maisons comme celle-ci, de vieilles bâtisses conservées dans un état impeccable et nichées dans un cadre agréable.
Nous, on recherche une maison normande typique, alors pas forcément une maison à colombage avec toit de chaume, c'est pas forcément ce qui nous plaît. C'est pour ça que celle-ci, elle est sympa, parce qu'elle est vraiment très originale. On aime beaucoup la campagne normande parce qu'elle est très vallonnée. Et du coup, on a des vues avec des vallons, des bocages, etc. qui sont très très jolis. Et après, c'est vrai qu'on aime le fait que ce soit proche de la mer. Donc ça permet quand même d'être au vert et de pouvoir très facilement aller jusqu'à la plage pour passer une journée. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, comme je vous disais précédemment, la maison, elle date de l'époque 18e. Et pour une fois, on en a la preuve. On a sur cette poutre l'année. C'est sympa. C'est sympa, hein? Pour les maisons normandes, ce qu'on aime bien, c'est garder les éléments anciens, comme les poutres, les choses comme ça, les jolis parquets, les taumettes. Et puis après, nous, on a besoin de confort, donc on refait l'intérieur plus à notre goût, plus moderne, mais en gardant ces éléments anciens. Une fois qu'on a trouvé la maison, vient le moment de la fleurir. Au printemps, la fête des géraniums de Beuvron-en-Auge lance la saison du fleurissement des villages. Les communes ont jusqu'au mois de juillet pour se préparer au jury des villes et villages fleuris. Dans le Calvados, 79 d'entre elles participent au concours. Les lobélias, bleu ou rose, ou mélangés? Impeccable. Merci. Impeccable. Regardez, c'est tout coloré. Hein. Super, merci beaucoup, mesdames. Les jardiniers amateurs trouvent ici une grande variété de fleurs, toutes issues de la région. Le géranium est quand même la fleur privilégiée, on va dire, pour toutes les belles maisons en colombage. C'est vraiment très traditionnel, mais c'est ce qui va demander le moins d'arrosage et qui est le plus fleurifère. Et même tout ce qui est un petit peu parfumé. Vous voulez sentir, madame? Vous connaissez? Si vous frottez un petit peu, vous allez voir, ça sent la citronnelle, mais c'est la verveine citronnée, c'est cela même. Et c'est très fleurifère. J'ai surtout pris du géranium, de la tomate cerise et un petit peu de fleurs que je ne connais pas trop, mais je pense que ça devrait égayer le jardin. En fait, ici en Normandie, tout pousse bien, quoi. Il y a plein de cailloux dans la terre, ça pousse quand même, quoi. C'est incroyable. Parcourir les villages normands, c'est aussi traverser le bocage. Avec son agriculture basée sur l'élevage laitier, la Normandie a préservé ses haies, ses prairies, des paysages très découpés où s'épanouit l'animal emblématique de la région, la vache. Je me suis installé en Normandie et comme tout à chacun, quand on arrive en Normandie, la première chose qu'on voit dans les champs, ce sont les vaches. J'ai été passionné par l'animal assez rapidement. Depuis toujours, j'aime les animaux, mais celui-ci était vraiment particulièrement attachant. Très fort et puis puissant, mais d'une sérénité absolue. Je me suis intéressé à ça. Depuis plus de 20 ans qu'il est installé à Arromanches-les-Bains, Vanluc peint et sculpte des vaches. Un bovin à 6 pattes, aux formes géométriques, qu'il décline à l'infini autour d'une idée. Vache de nuages, vache de paix, vache de rencontre. Arromanches s'est approprié ces sculptures qui trônent un peu partout dans le village, jusqu'à devenir son emblème. Hop, on va faire comme ça. Tu vas les faire en carton, tes vaches? Non, bah c'est pour ça que... Attends, si tu prends comme ça... 2, 3, allez. Hop, attention. Oh, doucement, c'est une œuvre d'art, les gars. Je puisse monter pour pas qu'elle tombe. Aujourd'hui, il en installe une sur le front de mer. Je l'ai appelée vache de soin parce que je pense que soigner les gens, c'est aussi leur apporter de la culture dans la commune, dans les villages, dans les tout petits villages de temps en temps. De leur dire, finalement, on met une œuvre d'art, c'est pas forcément réservé aux grandes cités. Je trouve que les petits villages ont le droit aussi d'avoir de temps en temps une œuvre d'art qui se promène parce que les gens adorent ça. Bien que très différents, les villages de Normandie ont su garder leur caractère et se forger une forte identité.
Ismaël? Salut Paul. Bonjour. Enchanté, ça va? Nickel. Je te présente mon fils Lucas. Salut mon grand. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, on se monte. J'ai pris des petits pains au chocolat. Ah bah c'est très gentil. plaisir. Merci. C'est vraiment gentil. Cool, bah ravi de te rencontrer Paul. Hein. Bah moi aussi, pareil. Dans ce village de Clécy, moi je suis venu ici pour le côté suisse normande. Tu vas voir, on va aller se promener après tout à l'heure et tu vas comprendre avec le paysage vraiment l'aspect suisse normande. On est vraiment sur un grand bassin d'activité où on va du parapente jusqu'au canoë-kayak, du VTT, de la rando, de l'escalade et après toutes les activités ludiques pour toute la famille. Hein. Et t'as quel âge toi mon grand? J'ai 13 ans. Ah ouais. Et ça te plaît la vie dans le village alors? Oui, oui, ça va. J'ai eu pas mal d'amis qui vivent ici. Du coup, je suis jamais tout seul. Il y a plein d'activités. Pareil sur les bords de l'Orne en bas. J'imagine que tu peux faire les 400 coups ici toi. Hein? Ouais. Allez, vas-y, raconte-nous. Il y a ton papa, il écoute pas. Hein. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, on avait un comité des fêtes. Et puis, bah, il y avait que ça. Que maintenant, beaucoup de personnes et donc des énergies différentes s'investissent dans le village pour le faire vivre. Et chacun y met son attention et c'est ce qui fait la richesse. On se croirait quasiment nous, dans le sud de la France, ici, avec la petite fontaine, c'est super. C'est vrai. Ah, je crois que je commence à avoir des petits escaliers sur la roche. Eh oui, c'est arrivé là. C'est le début de l'aventure, Ismaël. C'est un peu vertigineux quand même, hein? Ouais, c'est notre belle montée de départ, 25 mètres. 25 mètres, donc ça te fait quoi? C'est un immeuble de 8 étages en gros? À peu près, c'est ça, voilà. Ouais. On y va. C'est parti. C'est fou, hein? Je suis très content de faire ça, mais l'appréhension perdure toujours quand même. Je te donne un petit conseil, justement, regarde en bas. Retourne-toi, regarde, apprécie encore un peu plus la hauteur. On y est, Ismaël. Et voilà. Voilà, hauteur. Nickel. Et toi, tout le plaisir de la Via Ferrata, c'est de faire ça, regarde. Et là, on est bien. Waouh! On est quand même sacrément pas mal. Génial. Ce côté très vallonné, très verdoyant. C'est vraiment une image qui est nouvelle pour moi dans ce voyage en Normandie. On voit vraiment pourquoi on a appelé la zone la Suisse normande. Il y a toujours un moment où je me demande pourquoi je suis venu là. J'adore. Ça y est, j'ai passé la poutre. Allez. Là, je pense qu'on a environ une trentaine de mètres sol, là. Alors, je sais pas si t'as remarqué, Ismaël, on continue à prendre de la hauteur. Hein. Ouais. Mine de rien. Allez, donc c'est la passerelle Rondin, ça, Ismaël. Ok. Je commence à y prendre goût, Paul. Hein. Ça va, j'en doute pas. J'ai une petite question à te poser. Hein. Est-ce que tu me fais confiance, en fait, Ismaël? Je te fais confiance, ouais. Un petit exercice. On vient s'asseoir dans le baudrier. Oh, et là, regarde. Je vais faire ça, moi. En plus, il y a un se mettre en suspension complète. Et là, regarde. Et là, on est trop bien, en fait. C'est mieux que le canapé à la maison. Pour t'asseoir dans le baudrier, ça fait un petit bruit comme ça, c'est normal. Ah bon, bah c'est cool alors. Bah, si c'est normal. Est-ce que c'est bien nécessaire? Vas-y, hop, le deuxième pied, vas-y. Excellent. Oh. Excellent. Détends-toi, lâche et retire une main du câble. Alors. Ah, et regarde. Toi, là, on pourrait quasiment boire un petit café ensemble, là. On serait vraiment bien. Oh, regarde. Ah. Ok. Et ce pont-là, c'est l'un des monuments historiques de Clécy, de ton village? Oui, c'est un des emblèmes du village. Alors attention, c'est pas un pont, c'est un viaduc. D'accord. Ouais. Donc à la fin du conflit là, de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils commençaient à voir que ça allait mal finir pour eux. Et donc ils sont passés en avion et ils ont fait des bombardements autour du viaduc. Ils n'ont jamais réussi à toucher le viaduc. C'est un rescapé de la guerre. Bon bah nous aussi on est des rescapés de la paroi en quelque sorte. Voilà, il n'y a plus qu'à terminer maintenant.
Voilà, on y est. Plus besoin de longe? Oh, top. Oh là là. Ah là. Ah, c'était trop cool. Ah, merci, ouais. Je me suis dépassé là. Un grand plaisir. Bah écoute, je suis prêt pour le retour. Bah, en tyrolienne alors. Ok, ça marche. Donc 50 mètres de dénivelé, ouais. 400 mètres de longueur, ok. Vitesse à environ 70 km/h. Ah ouais, quand même. Et là, tu pars pour 400 mètres de pur bonheur. Je vais pas t'oublier, toi. Ok. Ouais, ok. Allez, c'est quand tu veux. Ok. Allez. Allez, c'est parti, Ismaël. Et on y va. Youhou. Bah, je m'en souviendrai de ce passage par le village de Clécy. Restez à droite, il y a du monde en face. Faut qu'on se regroupe, là, on n'est pas groupés. C'est un dimanche comme beaucoup d'autres pour la famille Schoffel. Ils habitent Thury-Harcourt, un petit village au cœur de la Suisse normande. Comme beaucoup d'habitants de la région, Anne-Cécile et Julien profitent du moindre rayon de soleil pour enfourcher leur vélo en compagnie de leurs enfants. On aime bien faire des sorties comme ça les week-ends, ça nous permet d'être tous ensemble. On aime bien varier, on aime bien aller vers à côté de l'Orne, longer l'Orne, les chemins, la forêt. Allez, on y va, mon chou. Dès le plus jeune âge, on les a d'abord traînés derrière nous, en carriole, ou dans les sièges vélo. Et puis ensuite, dès qu'ils ont pu faire un petit peu de vélo, on les a emmenés sur des petits parcours. Avec ses paysages vallonnés, ses verts pâturages et ses villages pittoresques, le sud du Calvados peut vaguement évoquer la Suisse. Mais la région est surtout connue pour attirer les amoureux de sport nature. La famille Schoffel profite à plein de ses atouts, y compris pour les activités assez confidentielles mais très développées dans la Suisse normande. Martin, 14 ans, et cadet de la famille, est mordu de kayak polo. Ok, donc là on part sur des passes en mouvement sur demi-terrain, ça marche. Pas une seule balle dans l'eau et je veux aucun contact entre les bateaux. Ça roule? Allez, on y va. 1, 2, enfin 3. Appliquez-vous. J'ai mon parrain qui en faisait, donc bah déjà je voyais ce que c'était. J'ai voulu essayer et bah je suis tombé dedans. Bah j'adore ça maintenant. Lâche, 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 lâche. Le kayak polo est un sport physique et exigeant. Allez, allez! Allez, on remonte! Allez Martin, allez, allez! Mais ici, les enfants découvrent le kayak dès le plus jeune âge, lors de descentes de rivière, et sont rapidement incités à aller plus loin. Dès la 6e, on leur propose de faire l'option kayak polo et d'évoluer, et puis après ils accrochent et la plupart du temps, bah, ils en font aussi en club. Pour faire du kayak polo, il faut être complet. Il faut s'entretenir, donc en allant faire des footings, en allant faire du vélo, en allant faire, on peut même aussi aller faire du parapente si on veut à Clécy. La région plaît tellement aux sportifs que certains viennent s'y installer. C'est le cas de Geoffrey. Sur le site de décollage de Clécy, il connaît tout le monde. Ça va? T'es bien bronzé, toi. Bah attends, il y en a qui travaillent aussi. Hein. Donc j'ai décollé vers midi et demi et j'ai fait 1h30 de vol, 1h15, 1h30 de vol. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Nombre de ces parapentistes ont d'abord été ses élèves, car depuis 3 ans, il a monté son école ici, au cœur de la Suisse normande.
Moi j'ai choisi la Suisse normande, on va dire pour des raisons déjà d'esthétique et de sites très appropriés à l'apprentissage. C'est le plus haut décollage du quart nord-ouest de la France. En gros, si on fait une ligne entre Bordeaux et Reims, il n'y a pas de plus haut dénivelé qu'ici. Et c'est un site qui marche et sur lequel on peut bien apprendre. Et voilà notre belle Suisse normande, on est à 702 mètres par rapport à la mer, mais c'est toujours aussi beau et toujours un plaisir. Alors souvent quand tu parles aux gens du parapente en Normandie justement, ils pensent que c'est que en bord de mer et que du soaring, tu vois. En fait on a des records à plus de 300 km, voilà, c'est pour faire voir aux montagnards que ça marche aussi chez nous. Salut Philippe. Salut Ismaël. T'as quel comité d'accueil? Écoute, c'est une bonne alarme pour les jardins. Ça va bien? Ça fait bonne route? Écoute, super, la route pour venir ici est vraiment magnifique. Hein. C'est très différent, tu vois, de ce que j'ai vu avant. Ouais, c'est un peu moins montagneux et alpesque en effet que la Suisse normande, mais là on débute le bocage Percheron et là ça y est, on attaque les manoirs, les petits vallons, les forêts, les chevaux percherons, vraiment tout ce qu'on aime. Et alors là, rien que voir ton look, tu vois, je trouve que pour un jardinier, t'es là-dedans. Hein. On sent qu'il y a une recherche de style et en même temps que t'es ancré dans le terroir ici. Oui, bah, en fait, j'essaye de me démarquer un peu par rapport à mes confrères qui se disent paysagistes. En fait, moi, je me considère comme jardiniste. Jardiniste, c'est un terme qui est 18e et qui veut dire le jardinier et l'artiste. Et en fait, le jardin, ça m'a permis de mettre l'ensemble de mes goûts, mes connaissances, la sculpture, l'art, pour le rendre ici, vivant, dans un terrain qui, à 12 ans, était qu'une friche. En fait, c'était qu'un champ et quelques vaches. Ça donne très envie de le visiter, ton jardin. Hein. Bah, écoute, c'est l'idée, parce que nous, on ouvre tous les week-ends, tout l'été. Et là, je te propose justement d'y aller et de rentrer en force dans le jardin. Tout ça va être à peu près aussi dense que ces bouquets de fleurs. Ça va être une énorme explosion de couleurs, tout en restant dans les bleus, les mauves, les blancs. Des couleurs un peu anglaises, pastel, douces, avec des mélanges de clématite, d'iris, de pivoine, d'Yves d'Irlande qui sont un peu solennels, qui rythment le jardin. Et là, on arrive sur la partie la plus haute du jardin, une sorte de grande terrasse qui domine le jardin formel devant le manoir. Mais attends, ça c'est un petit jardin à la française, non? C'est plutôt un jardin Renaissance, avec de l'eau, entièrement bordé de haies de charme. On a l'impression d'être dans un cloître. T'es vraiment un artiste, toi, parce que tu crées des ambiances, un univers, une émotion même, je dirais. Oui, l'idée c'était vraiment de créer des lieux relativement différents, mais homogènes, où on n'est pas qu'on ne soit pas heurté quand on passe d'un jardin à un autre. Et donc c'est un jardin français un peu retravaillé, avec une petite pointe contemporaine. Ouais, parce que ça me rappelle le jardin à la française, dans le côté très ordonné et un peu maîtrise du végétal, mais en même temps il est un peu sauvage, il est un peu bohème aussi, ce jardin-là. Oui, mais en fait ça c'est mes influences anglaises. Et en fait c'est un peu mon style dans ce que j'essaie de créer comme jardin pour mes clients, c'est qu'on a l'impression que le jardin a toujours été comme ça. Et Philippe, les bâtiments qui sont là dans ta propriété, c'est typique de l'architecture du Perche? Exactement, en fait c'est vraiment un ensemble percheron complet avec le manoir, qui était la ferme fortifiée où était un petit seigneur avec ses gens, qui est parti 15e, agrandi au XVIe siècle, et puis tous les bâtiments qui sont les granges, les porcheries, le puits couvert, et les écuries du 15e.
Je te propose de voir le premier plan, un mois après avoir acheté ici. On a marché ici, comme ça. Enfin, Oui, hop. on est remonté. Jusque là. Et ici, il y a le manoir. Exactement. Et en fait, tu travailles comme un architecte aussi, alors. Oui, en fait, moi je travaille avec une vue en hauteur, ce qui est en fait assez intéressant quand on a la possibilité de survoler la propriété ou de regarder avec les vues satellites. Ça permet vraiment de voir quels sont les espaces créés et ce que j'ai voulu représenter. Je vais te montrer d'ailleurs les quelques photos que j'ai où on voit l'état de la propriété il y a 10 ans. C'était une sorte de grande pelouse. Mais en tout cas, je suis impressionné parce que la différence entre ces photos et ce qui se passe dehors, c'est vraiment un saut dans le temps que tu as réalisé, quoi. Je vais te montrer un autre bâtiment qui s'appelle le Fournil, qui est le lieu où on a créé un espace pour accueillir les amis. C'est là que tu vas dormir. Ah ouais! Génial cet endroit, dis donc. Petit havre de paix, calme. Je veux dire que le matin, à part les oiseaux, il n'y a pas grand-chose d'autre. Magnifique. Et dis-moi, c'est un buffle du Perche, là, derrière C'est le buffle du Perche d'Asie. Ça, c'est une jolie surprise, Philippe. Ouais, écoute, je suis ravi de pouvoir te faire découvrir cette partie de route du Perche avec une vieille dame majestueuse. C'est une Bentley, c'est ça? C'est une Bentley, oui, de 1948. Mais t'as un côté très british, hein, quand même. Hein. Mais on n'est pas loin, en fait. La Normandie, c'était l'Angleterre. C'est vrai. Et il y a très longtemps, c'était la même lande, enfin, le même pays, enfin, la même terre. Et on retrouve ces sortes de morceaux de France en Angleterre et des morceaux d'Angleterre en France. Et toi, tu fais le trait d'union, c'est bien. Donc tu vois, la Perrière, c'est vraiment, pour le Perche, un peu le Saint-Paul de Vence de la Provence. C'est-à-dire un lieu qui a énormément d'artistes. On a des maisons très colorées, très préservées, tout a été bien entretenu. Tu as du végétal de partout, alors qu'à Saint-Paul, c'est beaucoup plus sec. Je sens que ça va pas tarder à tomber, Philippe. Oh, quel temps! Il y a une rivière, Philippe, je suis coincé. Et donc? Bah, tu m'avais dit que c'était so british ici, tu m'as pas menti. Hein. Bah, écoute, tu vois, les joies du Perche. Bonjour Vincent. Salut Philippe. Bonjour. Bonjour. Ismaël, enchanté. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si tu fais des cafés ou des thés ou des petits trucs chauds, Bien sûr que je fais des cafés. Tu vas nous faire plaisir. Et ça, t'imagines, un village de 235 habitants, avec une boulangerie, une épicerie, un salon de thé, un restaurant, deux brocs, trois antiquaires et brocanteurs. Enfin, et toi, tu viens d'où, Vincent? Alors moi, je viens de la région parisienne. D'accord. Ma femme vient de La Réunion. On a acheté une maison il y a 4 ans ou 5 ans. Et puis le destin, je ne sais pas ce que c'était. En fait, on a lu un appel à projet dans le Perche de faire tout simplement renaître en fait une épicerie. Et donc on a imaginé nous l'épicerie qu'on aimerait avoir avec les produits qu'on aimerait avoir parce qu'on adore cuisiner, on adore tchatcher, on adore voir les gens. Voilà, j'ai lu qu'il y a 2 tiers des Français qui veulent changer de vie. Et toi, tu l'as fait alors? Bonjour. Bonjour. Ah, frigo. Tiens, 3. Il faut quoi d'autre? Choisis, hein, sinon. Je peux prendre 4e. Tiens. Tu vis comment, toi, le fait d'avoir une épicerie fabuleuse dans ton village? C'est génial. La chance, à Perrière. Bah non, mais c'est complètement génial. On est vraiment très gâtés. Ça te fait 6,61. On va faire tout pour les garder. Et ouais, là, j'ai besoin d'une salade et des olives. C'est immédiat. On a le feu d'artifice en même temps. Ils sont vraiment top, quoi. Comme ça, c'est bien.
C'est un rendez-vous qui est devenu une institution. Tous les jeudis soirs et par tous les temps, la place du village de Kibou accueille son marché. Un marché bio avec des produits locaux qui attirent du monde bien au-delà du village. On a affaire directement aux producteurs avec des prix tout à fait compétitifs. On sait que l'argent qu'on leur reverse, c'est l'argent, le fruit de leur travail. C'est bio, c'est sain. En plus, j'ai vu d'où ça vient, j'ai vu les producteurs qu'il y a derrière, j'ai vu leur façon de travailler. Je viens de Salot, du coup, ouais, c'est une vingtaine de minutes. On vient ici spécialement pour le marché, oui, on peut dire ça. Et après les courses, de nombreux clients prolongent l'instant autour d'une bière brassée elle aussi à Kibou. À la Kiboise. Ah, c'est le rendez-vous des copains. C'est ça, le jeudi soir, on se retrouve, on sait que c'est bientôt le week-end, on est tous là, surtout quand il fait ce temps-là, donc voilà. C'est amical, on finit par connaître les commerçants, on se tutoie, on s'attable ensuite pour boire une petite bière de chez Martin. Et puis, oui, tout le monde se connaît, quoi. Et si on ne se connaît pas, on s'installe auprès des autres gens et la conversation vient immédiatement. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il doit beaucoup à l'investissement d'Antoine, qui a rêvé ce marché et a su fédérer autour de lui. Quand je me suis installé en 2014, j'ai créé ce marché donc dans le bourg de Kibou. Pendant 2 ans, j'ai fait tout seul et ensuite, voilà, petit à petit, il y a des producteurs qui sont arrivés, qui en ont attiré d'autres et voilà. Aujourd'hui, on est jusqu'à une dizaine de commerçants, dont une grosse partie de producteurs. Au départ, Antoine a répondu à un appel de la commune qui voulait favoriser l'implantation d'un maraîcher bio pour alimenter son école. Autour du maraîcher, une boulangère et un producteur de fromage se sont joints au projet pour pouvoir s'installer. Il y avait le souhait de monter un collectif, notamment pour trouver des terres pour cultiver ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est réunis, qu'on a fait une association, donc le collectif Bio-Kibois. Cette offre de produits locaux et bio a connu un succès immédiat. Dès le début, il y a eu du monde. Je me souviens de mon premier marché où j'ai vendu tous les légumes, j'avais plus rien à remballer, quoi. Donc c'était assez chouette. Antoine emploie aujourd'hui 2 salariés et le collectif continue de grossir pour compter désormais 7 producteurs. Parmi eux, Martin a lancé sa brasserie en 2014. Il produit 50 000 litres de bière par an qu'il vend dans tout le département de la Manche. Moi, l'objectif de base, c'était de produire mes céréales. Donc, je suis installé en tant qu'agriculteur, en agriculture biologique. Je produis mes céréales qui sont transformées en malt à 30 km d'ici, à Bayeux, à Normandie-Malte, que je reçois, qu'on me redonne à la brasserie et que je peux transformer en bière voilà, bio. Tous ces jeunes actifs donnent une nouvelle dynamique au village. La boulangerie avait fermé, Maëva l'a fait renaître en la transformant complètement. Elle a fait construire un four à bois, fabrique son pain avec un levain naturel et elle est même devenue agricultrice. Je suis paysanne boulangère parce que déjà je voulais absolument faire quelque chose de mes mains, pour la boulangerie en tout cas, et je ne concevais pas ce métier de boulangerie sans le métier agricole, et donc de ce fait de faire mon propre blé et dans un objectif d'être complètement autonome sur la filière. Pour la première fois cette année, Maëva a produit tout le blé dont elle a besoin pour fabriquer un pain qui soit exactement l'expression de son terroir. Alors ce blé, c'est du blé ancien. En fait, depuis 4 ans, j'essaye de multiplier les semences pour trouver justement une variété qui va s'adapter à mon champ, à mon terroir, au climat. Puis recréer justement des blés qui seront propres à Kibou, par exemple. Ce serait vraiment chouette. Leave a light on when I get home. Avec ses 900 habitants, le village de Kibou a su créer une alchimie. Grâce au marché, tous ces jeunes entrepreneurs ont permis aux villageois de se rencontrer et leur ont donné l'envie de se retrouver. Alors, quand le bar-épicerie du village organise une fête, personne ne manque à l'appel.
C'est l'ambiance familiale, c'est cool, et puis le fait qu'il y ait beaucoup de produits du terroir, le partage. C'est bien, ça fait venir de la jeunesse, alors ça fait vivre le village, on va dire. Même s'il n'y a pas de soirée de prévue, il y a toujours, les gens aiment toujours se retrouver avec Kibou. C'est toujours très bon enfant ici. Salut Philippe! Salut Ismaël! Ça va? Très bien toi? Parfaitement. Bien dormi? Nuit hyper calme, on n'entend rien du tout, à part le bruit des oiseaux et le vrombissement des insectes le matin, quoi. Ouais, c'est de bonne heure. Il est impressionnant ce cheval, il pèse combien de kilos? À mon avis, il doit pratiquement peser la tonne. Salut mon grand. Un beau percheron noir qui s'appelle D'Artagnan. Il a 10 ans. Et ce percheron, comment est-ce qu'il a acquis sa renommée? Parce que c'est un cheval qui est mondialement connu, non? Ça, en fait, c'est un cheval qui, depuis le 19e, a été énormément utilisé. C'est lui qui a participé à la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Ah ouais? Parce qu'il était résistant. Et donc, il a été exporté massivement tout le 19e siècle. Et ensuite, malheureusement, avec le développement de l'automobile qui a remplacé en fait, les omnibus, tout ce qui était tracté à Paris par les chevaux, eh bien, ils sont retrouvés à être que de la viande de boucherie. Et en fait, maintenant, on les utilise pour faire de l'attelage, pour faire des balades. Il y a tellement de belles forêts par chez nous que le percheron, en fait, se prête à cette découverte. Et c'est un bon moyen d'être en communion avec la nature, d'être calme. Et c'est vraiment l'emblème de notre région. Je te remercie vraiment pour tout ce qu'on a partagé, hein, Philippe. Écoute, merci Ismaël pour ces bons moments. Chouette de te recevoir et de te faire partager les jardins, les chevaux, la verrière. La prochaine fois, on met une selle et on monte? Écoute, pourquoi pas? Ça serait top. Bonjour, bonjour! Ah, salut! C'est Anne-Claire, c'est ça? Ouais, j'arrive. Ok, ça marche. Hop. Salut Anne-Claire! Salut, enchantée! Ça va? Ouais, bienvenue à Port. Bah merci! Sous ce merci. beau soleil, franchement, t'as de la chance. Ouais, c'est clair, c'est génial. Tu vois, je voulais découvrir la Normandie maritime. Et arriver à Port-en-Bessin sous ce temps, c'est juste parfait, quoi. C'est ça. Bon, c'est trop cool de partir avec vous, là, à faire cette mission. Je vois que vous êtes sur le qui-vive, en plus. Ouais, ça y est, on est prêts, donc on va pouvoir t'emmener. Allez, parti. let's go. Hop là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes impressionnants, là, les commandos de la SNSM, hein. Et alors, c'est quoi le but de la mission aujourd'hui? Eh ben, on va simuler un problème en mer avec un bateau requérant du côté d'Arromanches. Allez, c'est la vedette de sauvetage, c'est pour sortir. Je suis trop heureux d'aller vivre ça avec vous parce que la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, hein, c'est ça? Société Nationale de Sauvetage en Mer. C'est quand même quelque chose de mythique. Enfin, pour moi, c'est vraiment les gens qui donnent de leur temps bénévolement pour aller sauver les autres, quoi. C'est ça, mais t'as tout compris. Il y a le Rayon Vert qui demande une assistance motopompe pour une fois d'eau. Là, c'est bien reçu, on fait route vers le chalutier requérant. On a un appel du CROSS pour une assistance au chalutier Rayon Vert qui signale une voie d'eau devant Arromanches.
D'accord? Ça marche? Mais rassure-moi, c'est un exercice, hein? Oui, oui, non, mais c'est un exercice, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes tellement à fond que moi, j'y croyais vraiment. Non, c'est d'entraînement. Ouais, il faut tout faire très sérieusement, par contre. L'entraînement, c'est tout le temps comme si c'était vrai, parce que il faut qu'on soit réactif de la même façon le jour où on a une intervention. Rayon vert de 6-7, on est en approche. Et donc là, Steven qui arrive, c'est mon mari. Le pilote du Zodiac, c'est ton mari? C'est ça. Ah ouais, donc vous faites la SNSM en famille? Alors lui était déjà à la SNSM, il m'a fait découvrir ses activités et me voilà au sein des équipages. C'est top. Mais j'ai l'impression d'être dans un film de James Bond, moi. On va d'abord t'envoyer une amarre pour fixer de chaque côté de ton portique. Et j'imagine que vous venez tous de Port-en-Bessin? Port-en-Bessin ou alentour très proche. On a un délai d'intervention généralement de maximum 10 minutes. Donc le temps d'arriver, de se changer et d'embarquer, on ne peut pas habiter, ne serait-ce que Bayeux, qui est à 10 km, généralement c'est trop loin. Et ça crée beaucoup de liens entre vous, non? Ça reste un village, entre guillemets, donc oui, on se connaît plus ou moins tous. En tout cas, au sein de notre équipe, on a vraiment un esprit de famille un petit peu. C'est un peu une deuxième famille. Et nous, tu vois, donc on a à bord le curé de la paroisse. C'est qui? C'est Manu. Ah oui, c'est vrai que ça se voit pas quand tu vois comme ça. Salut Manu. Bonjour. Enchanté, Ismaël. Et t'es le curé de la paroisse de Port-en-Bessin? La paroisse s'appelle Notre-Dame-des-Flots et ça va de Longues-sur-Mer à Colleville jusqu'à Maison, donc ça fait 8 clochers. D'accord. Et alors quand tu n'es pas dans ta paroisse, tu es sur la mer en train de sauver des gens? Non, pas uniquement sur la mer, hein, parce que je suis pas comme le Seigneur, je marche pas sur les eaux. C'est vrai. C'est dommage, ça pourrait servir pour une activité comme celle-là. Mais quand j'ai la possibilité, quand je suis disponible et tout, j'essaye de me rendre disponible aussi pour la SNSM. Allez, on jette à l'eau. Allez, 6-7 de 501, je comprends 2 hommes à la mer, 2 hommes à la mer. Ça va. Ah, c'est bien. Waouh. Ça va? Bah, super. Oui, c'est vivifiant. Ces gars là, ils sont arrivés à une vitesse. Ah ben oui, mais ils n'ont pas le choix. Et ils te prennent en main avec une douceur et la maîtrise des gestes qui est tout de suite très rassurante, tu vois. Ah ben c'est pour ça qu'on s'entraîne souvent, surtout et qu'on répète tout le temps les mêmes manœuvres pour être le plus efficace possible. Impressionnant les gars, bravo. Ça m'a bien fatigué moi tout ça. C'est vrai? Ouais, bon. ouais. Mais au moins t'as bien aimé, t'as profité? Ah, j'ai adoré, vraiment je suis très impressionné aussi. Ah, le Zodiac est rentré, ça y est? Ouais, il est tout propre, ça y est? Bonjour, ouais, ça y est, il est propre, les pleins sont faits. T'étais sur le Zodiac, non? Ouais. Bon bah enchanté. Je t'ai vu de loin. C'est Stéphane. Ah bah c'est Stéphane. C'est mon mari. Le fameux mari. C'est moi. Ouais. Christophe. Bonjour. J'avais dit que j'avais rendez-vous avec monsieur le maire. En fait, c'est monsieur le maire qui m'attendait. Voilà, enchanté. Toi, bienvenue. Enchanté. Bienvenue chez nous. Bah ouais, j'imagine que pour vous, dans le village, c'est des personnages quand même centraux. C'est un peu les héros du village, non? Les sauveteurs de la SNSM. Ouais, c'est les personnages centraux, les héros du village, des personnes importantes. Bon, moi je suis issu du milieu de la mer, mais toute ma famille était dedans. Quand il s'agit de sauvetage, faut pas tergiverser. Donc ils ont cette qualité, ils sont devenus des pros et en plus ils aiment ce qu'ils font et ils savent véhiculer des bonnes valeurs. Donc ça, ce qui est important.
Ismaël, je vais te remettre ce qu'on appelle une rondache. Alors c'est symbolique, on voit ça dans toutes les unités. Alors c'est celle de la station avec la devise de Port-en-Bessin, Res Nostra Mare, qui veut dire la mer est notre domaine. Donc voilà, je te remets ça au nom de la station. Bah merci, hein, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. À bientôt, hein. Ciao. À bientôt. Salut. À bientôt. Bon, bah écoute, Salut. à bientôt. Retour de mer pour le Notre-Dame des Sables. Au nord du Cotentin, le village de Saint-Val-à-Hougue est resté à l'écart du tumulte touristique et vit encore largement de la pêche. Sur le port, Audre Chaubert attend le bateau de son frère. Ça va? Oui. Vous êtes rentré plus tôt? Ah ouais. Elle est restauratrice et sera la première à choisir sa marchandise, tout juste débarquée. C'est là, sur le quai, que se dessinent les menus de son restaurant de poissons. Là j'ai du turbo, ça c'est une barbue. Pour demain, sûr, on aura du turbo. Et donc il y a de la lotte. Donc on va faire la lotte aussi en suggestion. Je fais ma carte en fonction de la pêche. Pour le chef, c'est un peu angoissant parce qu'il ne sait pas toujours ce qu'il va avoir. Et c'est un plaisir de pouvoir aller choisir. Avant, les gens ils allaient faire leur marché pour ramasser, pour avoir leurs légumes, pour avoir des choses de qualité. Et ben moi, je fais mon marché sur le port de Saint-Va. Donc c'est plutôt agréable. La vie d'un port de pêche, c'est toute une économie. Saint-Va a compté jusqu'à une dizaine de chantiers navals. Aujourd'hui, le dernier d'entre eux, le chantier Bernard, veille sur la flotte de pêche en activité et permet aussi de restaurer de vieux gréements. Encore quelques semaines et le Marie-Madeleine, un bateau emblématique de Saint-Va, pourra retrouver la mer après 5 années de travaux. Il faut imaginer que le bateau était échoué et était sous l'eau. Et donc tout le côté bâbord de la coque a été complètement endommagé. Donc il a fallu reconstituer une demi-coque complète, remplacer la quille du navire. Et donc tous les éléments que vous voyez là sont neufs dans leur intégralité. Les charpentiers apportent un grand soin aux moindres détails. Ici, il s'agit d'assurer l'étanchéité du pont avec du fil de chanvre, glissé centimètre par centimètre entre les lames de bois. On a un rapport au bateau qui est un petit peu irrationnel. On est très attaché effectivement à son passé, à son vécu. À travers la restauration d'un bateau, on fait revivre le passé et on fait le lien avec le présent. C'est bien, ça va? Ouais, on n'est pas trop mal. Et tu vas pouvoir le faire avancer. C'est incroyable comme métier, quoi, de voir ce qu'on peut faire avec du bois, quoi. On part d'un tronc d'arbre plus ou moins lambda qui est droit et on arrive à faire des formes qui sont complètement complexes. Je veux dire, il n'y a rien de droit dans un bateau, rien d'équerre, du bois, un marteau, un clou et créer un bateau comme ça et puis voir après que justement qu'on puisse naviguer avec. Enfin, c'est ça l'objectif. Mais l'histoire navale du village est encore bien plus ancienne. À la fin du XVIIe siècle, Vauban fait construire des fortifications sur l'île de Tatillou, juste en face de Saint-Va, pour défendre la baie contre les invasions anglaises. Et au début du XXe, le Muséum d'histoire naturelle de Paris y installera son premier laboratoire de biologie marine pour étudier la faune locale, particulièrement riche. De nos jours, ce laboratoire permet de transmettre la culture de la mer aux jeunes générations. Toute l'année, Arnaud accompagne des classes vertes et les initie à une pêche un peu particulière. On va utiliser ce qu'on appelle tout simplement un filet à plancton. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une partie qui est conique ici à ma gauche. L'eau va traverser à l'intérieur du filet. Le plancton va donc être retenu. Et grâce à deux petits filets ici, vous avez vu, 500 microns, c'est un demi-millimètre. Vous pouvez y aller? Allez-y, laisse filer. Donc là, j'y vais un coup sec pour que l'ensemble tombe et que ça ne reste pas collé sur les parois.
Et je vous invite à commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans la bouteille, parce qu'on peut commencer à voir pas mal de choses qui bougent. De retour sur l'île, les élèves vont étudier leur pêche au microscope dans le laboratoire de biologie marine. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle une larve naupliée. C'est la larve des crustacés. C'est-à-dire qu'un homard, un tourteau, une araignée de mer, une étrie, il y aura à ce stade de larve naupliée. Alors le muséum a choisi ce site parce qu'il est très riche en faune et flore et en habitat. Il y a une diversité assez importante de plancton qui est liée à la configuration de l'île, dans son implantation, entre des courants qui apportent des nutriments pour le plancton et puis l'apport aussi du fleuve côtier de la Serre. Je peux voir? Ça s'appelle l'Obélia. L'Obélia? Ouais. Donc une méduse un peu? Ouais, c'est ça. Ah oui, jolie. Ah ouais, vraiment très belle celle-là. Bah, c'est exactement cette espèce-là. Je vais avouer que je ne m'attendais pas à en voir autant, quoi. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de plancton dans l'eau. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se baigne, on est à côté, quoi. Et je ne le savais pas du tout. Retour dans le restaurant de Aude. Avec son chef, elle prépare le service du soir. Alors Maxime, on fait quoi ce soir avec les coquilles Saint-Jacques? On va avoir une sauce d'asbière avec oignon rouge, coriandre, ail, cive, poivron. En garniture, courgettes farcies, aux petits légumes et des lentilles. La coquille est la spécialité du port de Saint-Va. En baie de Seine et au large, elle se pêche d'octobre à mai. Dans son restaurant, Aude la décline chaude ou froide selon ses envies. Si c'est en entrée, ça va être plutôt un tartare, un carpaccio. On essaie différents assaisonnements, on essaye de changer régulièrement. On la propose en plat, elles sont juste saisies, donc elles restent nacrées à l'intérieur. Visiter Saint-Va-la-Hougue, c'est s'offrir une immersion dans un port de pêche authentique et découvrir tous les métiers de la mer, de l'océan jusqu'à l'assiette. Écoute, tu vois ici on arrive sur l'écluse, qu'on appelle nous ici aussi les portes, et tout bon porté a appris à nager là. Ah mais vous aussi? Oui, après quand on était plus téméraire, on allait un petit peu plus loin sur la jetée. C'était amusant, totalement interdit, mais amusant. Ici, tu vois, donc c'est le port de pêche. On a les commerces, etc., qui sont là, le côté bigarré des choses. En plus, les portés sont très fiers de cette organisation parce que ça leur permet aussi de s'approprier leur village, c'est à eux. Et tout bon porté qui se respecte ne peut pas, quand il revient d'une balade, faire le tour du port. Et qu'est-ce qu'on pêche alors ici? Parce que j'ai l'impression, moi je connais pas très bien ce secteur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de navires en activité. Alors qu'est-ce qu'on pêche? Tu as plus d'une cinquantaine de navires résidents, mais tu as 130 bateaux qui viennent vendre pendant la saison de la coquille Saint-Jacques. C'est la première espèce débarquée, voire à peu près 3000 tonnes sur le port. Mais on a aussi beaucoup de poissons qui sont débarqués par notamment les navires hauturiers qui sont plus grands. Et donc ces bateaux-là vont pêcher dans la Manche du maquereau, de la dorade, de l'encornet, ou plus communément le calmar, la sèche. Et ce que j'aime beaucoup dans ce village, Christophe, c'est que c'est pas un village de parc d'attractions, quoi. C'est un vrai village avec une vie, une histoire. On n'est pas dans le formol ici, quoi. Non, on n'est pas dans le formol, c'est de l'authentique. C'est le premier port de Normandie. Et c'est un port dit de pêche artisanale. Donc souvent, c'est un homme qui est propriétaire de son bateau. Écoute Ismaël, nous sommes ici dans les Seules. Ce sont des petites cases, des petits hangars où les pêcheurs travaillent seuls, et d'où son nom, Seules. Bonjour messieurs. Salut Christophe. Salut G. Salut Alain. Ça va? Salut. Je t'ai vu à la SNSM ce matin, toi, non? T'étais sur le bateau. Ouais, ça, je suis partout, quoi. Mon papa. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Ismaël. Salut Alain. Et vous faites quoi alors ici? C'est tout ce qui est réparation des filets, du matériel? Alors, on fait beaucoup des morceaux d'avance que le bateau va utiliser pendant la semaine qu'il est en mer.
C'est comme un pull. Tu as une manche, tu as le corps, en fin de compte, et un chalut, c'est un entonnoir. Et chaque partie du chalut, ça a une pièce, toi, l'aile de dessus, un chalut, l'aile il de y a au dessous. moins 12 morceaux pour faire un chalut. Donc papa arrive à faire, si on casse le filet au fur et à mesure, il nous fait des morceaux. Et quand on rentre au bout de 8 jours, hop, et on lui dit, bah, tiens, on a perdu tel morceau. Parce que quand tu pars en mer, c'est pendant 8 jours, c'est ça? 8 jours. Alors on revient dans les 8 jours, on revient au bout de 3 à 4 jours pour la qualité du poisson, toujours la fraîcheur, de savoir où les prix du poisson, ça varie par rapport aux collègues. Mais une marée complète, c'est 8 jours. Bah, tiens Ismaël, viens m'aider, on va prendre le chalut, on va prendre la poulie, tiens. Prends le bout là, qui est mis sur le taquet là. Celui-là, le marron? Tout à fait, ouais, vas-y, hop, laisse aller. Hop là, voilà. Super. Et puis là, vas-y, encore. Et puis voilà. Comme ça, c'est bon? Ouais, super. Là, je prends mon couteau. Tac. Quand tu étais ado, tu es beaucoup parti en mer avec ton père? Oh, c'était une immense joie. Les premières marées qu'on a fait, on avait une dizaine, 10 ans, quoi. 10-12 ans avec mon frère jumeau. Et puis moi, aussitôt, j'ai adoré me voir dans le poisson, prendre les maquereaux, les morues, l'arrêt, cette ambiance, tout ça. J'y ai toujours, on mange mieux à bord qu'à la maison. Alors que c'est faux que ma mère est une super cuisinière. Mais c'est tellement que l'emprise de la passion de la mer était tellement énorme, je voyais tout magnifique en fin de compte. J'ai navigué avec mon père pendant une dizaine d'années, et puis après j'ai eu la chance de pouvoir faire mon chalutier neuf, l'Europe là. On s'attaque ce filet? Tu veux? J'essaye, hein. Attention. Je vais être un petit peu plus long que toi, je pense. Tu tapes là, tu coupes cette maille là. Ok. Voilà, ça s'appelle les mailles de côté. Tu vois? Et puis après on continue tout le temps. Alain, tu veux venir voir si j'ai bien bossé? J'espère que j'ai pas massacré ton chalut. Hein. Là, c'est le maître. Hein, parce que là. Donc voilà, il a fait des mailles de côté. Alors, c'est pas mal. Ce qu'il y a, faut pas couper trop près du nœud. Ok, chef. Quand ça va travailler en mer, le nœud il va se serrer. Mais là, pour l'instant, c'est corps souple. Et si tu coupes trop près, le nœud va se défaire. D'accord, finalement, c'est pas bien. Non. Ouais. Je comprends, l'apprentissage à la dure, je vois ça. Alors, entre le jeune qui dit ouais, c'est pas trop mal, et puis l'ancien qui est. Mais c'est pas mal. C'est des petites combines qu'on apprend aux jeunes. Bah, les gars, merci beaucoup. Allez, mais de rien. Bravo, Alain. Plaisir était pour moi. Salut Jérôme. À la prochaine. À bientôt, ouais, ça marche. Sur notre horizon. Ah ouais, là c'est quand même vraiment magnifique, Christophe. C'est ce que nous, habitants de Port-en-Bessin, considérons comme la plus belle vue du village. Bah, je comprends, puis je suis heureux de voir la Manche à marée basse, moi. J'ai commencé à marée haute ce matin avec la SNSM, et là, marée basse pour finir la journée. Donc ici, c'est le mémorial pour le 47e Royal Marine Commando, avec lequel on a de fortes attaches. Toi, c'est un endroit où tu aimes bien venir ici? Oui, j'aime bien. Tu viens souvent, tu viens dans quelles circonstances? Je venais ici beaucoup quand il y avait des tempêtes, parce que c'était une façon de voir comment les navires allaient rentrer. Par le passé, les bateaux étaient un peu moins puissants en moteur, et simplement l'entrée du port, il faut y faire travers à un moment. Et la houle peut être violente et peut vous drosser un bateau. Il y a eu des drames assez importants. Donc moi, je venais là surtout pour mesurer l'état du danger et savoir si mon père ou des membres de ma famille, mais aussi des collègues, des amis, allaient pouvoir rentrer en bonnes conditions. Parce que ça, c'était le plus important. N'hésitez pas à regarder à la longue vue, on a vraiment des conditions optimales là. Et vous remarquerez que le jeune a le bec noir. Et ce bec va devenir progressivement rouge au fur et à mesure de l'année. Ah ouais, c'est énorme. Elles sont l'attraction du parc naturel régional des Marais du Cotentin. Depuis une quinzaine d'années, le château de la rivière de Saint-Fromont a vu s'installer une colonie de cigognes. À la belle saison, cet oiseau migrateur trouve ici tout ce dont il a besoin pour nidifier et assurer sa reproduction. C'est une espèce qui affectionne les régions de marais, là où elle va trouver de la nourriture. Donc elle aime bien en particulier les prairies humides. Et elles vont s'installer soit sur des endroits naturels comme des hauteurs d'arbres, soit ici les ruines parce que ça fournit des promontoires. Dans les années 70, les cigognes avaient quasiment disparu du territoire national.
on n'en trouvait plus que quelques couples en Alsace. Aujourd'hui, elle est protégée et repeuple la Normandie. D'année en année, en fait, il y a eu des succès de reproduction, si bien pour atteindre maintenant un effectif de l'ordre de 40 couples chaque année. On peut la considérer comme la plus belle colonie régionale en Normandie. À l'échelle du parc des Marais, il y a actuellement autour de 220 couples de cigognes. Ça représente environ la moitié de l'effectif régional de cigognes. Le parc naturel régional s'emploie à sauvegarder ces marais qui sont un écosystème fragile. Le retour de la cigogne est une preuve de leur bonne santé. C'est la richesse en insectes, en invertébrés, en poissons, en batraciens et aussi en prédateurs que sont les cigognes par exemple, ensuite d'autres espèces comme les rapaces, etc., les hérons. Et aussi la richesse du patrimoine humain, l'activité de fauche, l'activité de pâturage. Les agriculteurs mettent des bêtes au printemps, donc vous avez comme ça un bon lien entre les deux. Ces 30 000 hectares s'appellent les marais blancs, parce qu'en hiver, ils sont complètement inondés et reflètent la lumière du jour. Ils se vident au début du printemps pour découvrir des zones de pâturage. Mais tout ça ne s'est pas fait naturellement. Au XVIIIe siècle, l'homme a construit ses portes à flot pour empêcher l'eau de mer d'entrer dans les terres. Elles se ferment à marée haute et laissent passer l'eau des rivières à marée basse. L'objectif était de gagner du terrain agricole dans cette zone a priori hostile. Les villages se sont développés en bordure des zones de marais. Et c'est à cette époque que l'élevage laitier a pris son essor. C'est les gros avantages de notre métier. On travaille avec la nature et en plein air. Donc, au moment d'aller chercher les vaches, on a des levées du jour tous les matins comme ça. Christelle est éleveuse dans le marais de la Fière autour de Sainte-Mère-l'Église. Avec son mari Valérie, elle élève 250 vaches laitières. Il y a 5 ans, le couple a choisi de nourrir ses bêtes uniquement à l'herbe. Alors, début mai, c'est la mise au marais et le début de la vie de château. Les vaches vont y passer 6 mois. Ces prairies d'herbes grasses constitueront ainsi des réserves de foin pour l'hiver. Le marais a besoin de bovins pour l'entretien également, quoi. Ah bah oui, oui. Parce que c'est vrai que si les marais ne sont pas pâturés, on va vite retrouver une friche. Bah oui, et il faut qu'ils soient exploités, pâturés. Enfin, c'est essentiel pour le bon fonctionnement du marais du Cotentin, quoi, en fait. C'est des zones humides, et donc ça reste toujours, on appelle ça du terrain frais, quoi. Il y a toujours de l'humidité dans les marais. On a toujours plus d'herbe dans les marais que dans les terres. C'est une garantie, quoi. En nourrissant leurs vaches à l'herbe, Christelle et Valérie sont autonomes sur l'alimentation du troupeau. Ils ont aussi augmenté la proportion de vaches normandes qui produisent un lait plus riche. Cette amélioration de la qualité leur permet désormais de transformer eux-mêmes une partie de la production. Le lait, là, au printemps, il est tout particulièrement jaune. Grâce au pâturage, sa texture change aussi. Et quand on le transforme, le goût du fromage est vraiment différent au printemps et l'été par rapport à l'hiver, malgré qu'elle mange de l'herbe également l'hiver, mais c'est pas pareil. Et pour faire du bon fromage, il faut pâturer, ça c'est la règle d'or. Donc là, on est en train de faire du Saint-Coquigny ce matin. Christelle produit des yaourts, de la crème fraîche et du fromage. Ce matin, elle réalise une recette qu'elle a mise au point elle-même. Le Saint-Coquigny est une pâte molle, inspirée du reblochon et du Saint-Nectaire, et sertie d'une sangle en épicéa, qui viendra le parfumer au cours de son affinage. Il vient de remporter une médaille d'or au Salon agricole de Paris. Christelle vend ses produits en direct et livre aussi quelques épiceries alentours. Bonjour. Bonjour. Désolée pour le retard. Pas de soucis, il n'y a pas de soucis. C'est du local, c'est les meilleurs. C'est tout bon? Oui. Ouais. Transformer son lait soi-même est très gratifiant pour les éleveurs. En proposant des produits locaux et de qualité,
Christelle contribue à son échelle à renforcer le lien entre les agriculteurs, les marais du Cotentin et leurs habitants. Bonjour Ismaël, comment ça va? Bah ça va bien, enchanté. Bon, ben, bienvenue. Tu fais les mots croisés? C'est pas les mots croisés, mots mélangés ils appellent ça. Mais je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai plus de mal que d'habitude. Bon, okay. Voilà. Je suis vraiment complètement largué sur ce genre de jeu. Oui, donc, non. Je ne serai pas ton chevalier servant. Les chevaliers, ça va bien avec cette ville hein, d'ailleurs. Absolument, absolument, ville médiévale. On attend d'en voir débarquer au coin de la rue quand on se promène dans Donfront. Ah, il y en a dans un jardin public, mais ils ne bougent plus, quoi. C'est des mannequins. Mais il y a eu ici toute une vie chevaleresque. Ah oui, absolument. Enfin, il y a 1000 ans d'histoire ici. 1000 ans d'histoire sur une géologie qui a 400 millions d'années à peu près. On est dans le temps long. Bon, moi je te remercie de m'accueillir. Je voulais vraiment découvrir le côté médiéval des villages de Normandie. C'est l'endroit où il faut venir. Je pense, oui. C'est toute l'histoire de la Normandie, de ses relations avec la France, avec les provinces voisines. Et c'est une histoire qui te passionne, toi? Qui me passionne à plusieurs titres, notamment parce que j'aime les vieilles pierres et je passe mon temps en restauré dans le coin. Allons faire un petit tour? Eh bien allez, ça marche. Let's go. La première impression que j'ai dans ce village par rapport à ceux que j'ai pu visiter avant, c'est qu'il y a énormément de détails partout. J'ai l'impression que c'était une architecture très riche, l'architecture médiévale. Ben, absolument, oui. Bon, il y a différentes époques quand même par ici. Ici, il y a plein de petites cours entre les deux voies principales, comme celle-ci, la cour Marie du Rocher. Et c'est là qu'habitaient les notables sous l'Ancien Régime, qui étaient tenus à résider sur place. Ça veut dire que les gens qui administraient la population devaient montrer leur ancrage local? Voilà, c'est ça. Être disponible également en cas d'urgence. Il n'y avait pas le téléphone. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. L'église Saint-Julien de Donfront. Wow, elle est massive celle-là, dis donc. Oui, oui, c'est du béton. Une des premières églises construites en béton, il y a un peu moins de 100 ans. Ah oui, donc ça n'a rien de médiéval pour le coup. Ça, c'est pas médiéval, mais c'est de style néo-byzantin. C'est vraiment étonnant cette ville. Hein. Où que tu regardes, il y a des monuments surprenants. C'est impressionnant cet endroit. Wow. Là, on est au cœur de l'ancien château de Donfront, les restes du donjon qui a près de 1000 ans. Et toi, tu es passionné par cette histoire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans des endroits comme ça? Pourquoi ça te touche autant? J'essaye de faire parler les pierres pour comprendre justement l'histoire qu'elles racontent, y compris sur les artisans qui les ont superposés. Que ça ait réussi à tenir 1000 ans, c'est tout à fait remarquable. Donc quelles étaient les techniques de construction? Quels sont les enseignements qu'on peut en retirer quand on restaure de vieilles pierres? Et puis c'est la pierre locale, c'est les matériaux locaux, donc c'est un peu les mêmes problématiques. Oui, que celle que tu as, ouais. Parce que toi, et c'est aussi la raison de ma venue ici, tu es en train de reconstruire un manoir. On peut dire ça, oui, on peut dire ça. Il est où par rapport au château là? Alors il est à 4 km au nord. Là, c'est à droite. Une allée de hêtres. C'est moi qui ai planté ces hêtres. Ah oui? Oui, j'ai planté à peu près 100 000 arbres. 100 000 arbres? Ah oui, super écolo. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle localement un village. Dans d'autres régions, on appelle ça un lieu-dit. Bon, elle est pas mal ta bicoque. Il y a encore quelques travaux à prévoir. Ah, voilà le vrai gardien. Eh, salut toi! Oula!
Ok, salut. Comment il s'appelle À la celui-là? star. Il s'appelle Augustin, dit Gugus, dit Gros Cochon. Ah bah c'est original ça. Profession chien de chantier. Il a été construit quand ce manoir? Là, ce bâtiment date de 1598. Okay. Ils trouvaient les matériaux sur place. Les carrières étaient à 500 mètres. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de route à l'époque. Donc il fallait trouver les matériaux sur place. Donc on construisait local. Voilà. Il y a 2400 mètres carrés de surface en comptant l'épaisseur des murs et en comptant les combles. Donc c'est quand même assez vaste. Et au bout de 30 ans de travaux, il y a à peu près 65 mètres carrés qui sont habitables toute l'année. Tu as réussi à rendre habitable un peu plus de 2 mètres carrés par an, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passait alors ici? Pourquoi est-ce qu'il a été créé, ce manoir? Eh bien, c'était la résidence secondaire du vicomte de Domfront. Ils venaient prendre l'air à la campagne et puis ils avaient leur source de revenus puisqu'ils contrôlaient la moitié du territoire de ce qu'est l'ancienne commune de la Haute-Chapelle. Ça faisait partie des seigneurs importants. Et le seigneur passait son temps à chasser et à rendre visite aux voisines en leur apportant chaque fois un pâté. Ah oui, du gibier qu'il avait pris dans la forêt. Après quoi tu cours quand tu dédies ta vie à un projet aussi pharaonique? Mais on commence avec des idées simples et en bonne santé et on finit complètement fou. Voilà, donc j'en suis à ce stade, il est temps que je passe le relais. Ça me fait plaisir d'avoir rencontré quelqu'un comme toi qui a une mission de conservation, qui s'est donné une mission de conservation. Voilà, merci pour ce compliment. Alors plutôt, je dirais que j'aurais jamais la patience de faire ça. Il faut pas mal de patience parfois, oui. En Normandie comme ailleurs, elle rythme la vie du village. Mais à Villedieu-les-Poêles, les cloches sont plus que ça. Elles sont l'âme des lieux. Car depuis près de 1000 ans, la commune s'est développée sur le travail des métaux. Elle abrite encore aujourd'hui l'une des toutes dernières fonderies de cloches artisanales de France, un bâtiment qui n'a pas bougé depuis plus de 150 ans. En Villedieu, ça vient de Villadei, la maison de Dieu, et ce sont des villages qui ont été créés par les chevaliers de Saint-Jean de retour des croisades au XIe, XIIe siècle. On a longtemps été itinérants, on faisait nos cloches au pied des églises et des cathédrales, et en 1865, avec l'arrivée du train, on a pu envoyer nos cloches dans la France entière, au port de Bordeaux, du Havre, donc dans le monde entier, et donc s'installer dans un atelier fixe comme celui-ci. Et puis cet atelier, on y est très attaché. On pourrait l'avoir rasé, construit un atelier en tôle, mais quand on fabrique une cloche, ce n'est pas un métier anodin. Et donc on a besoin d'avoir un lieu chargé d'histoire, comme celui-ci, qui nous accompagne au quotidien. Aujourd'hui est une journée un peu particulière. La fonderie accueille un groupe de paroissiens venus de Mantes-la-Jolie pour assister à la coulée de leurs cloches et permettre aux prêtres de bénir cette opération chargée de symboles. Oui, il y a une émotion parce que chaque nouvelle cloche, c'est un peu comme une naissance. Et puis quand on a la chance d'avoir les paroissiens qui sont là pour partager cet événement avec nous, on est très heureux, mais ça nous met un petit challenge complémentaire. Que ta bénédiction se répande dans la coulée du métal en fusion, que sous la conduite et sous la protection de ta grâce, ces cloches soient réglées au mieux pour produire un son juste et harmonieux par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le moment de la coulée, c'est un moment assez fort. Tout le monde est concentré sur un objectif et on ne triche pas avec la chaleur du métal. Il faut couler quand le métal est à la bonne température. Ce bronze, un alliage spécifique qui ne sert qu'à la fabrication des cloches, est porté à 1180 degrés. Il doit être coulé rapidement pour rester liquide. Pose les pierres à feu, Nolwenn, prépare-toi pour l'épaule. Et merci au travail de ces hommes qui est immense, mais qui est beau aussi. Ah, ça vous remplit, ça vous détend, ça vous apaise. Vous allez voir la magie de la fonderie, c'est que dès qu'on ouvre, tout est là. Tout ce que vous avez décidé de mettre sur les cloches, vous allez les découvrir aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, les paroissiens ont de la chance.
Ils vont découvrir 2 de leurs cloches coulées une semaine auparavant, le temps nécessaire pour que le bronze refroidisse. C'est le décochage. Voilà, on est passé du métal en fusion à la réalité, à la tangible, on peut la toucher. Et la phase d'après, ce sera le son. Là, on peut toucher et puis voilà, un jour, elle va sonner, chanter pour tous. Les fonderies comme celle-ci ont pu se développer grâce à l'arrivée du chemin de fer. Elles ont aussi entraîné le déclin du métier de forgeron, qui n'a quasiment plus évolué depuis le milieu du 19e siècle. À Saint-Aubin-des-Bois, à quelques kilomètres de Villedieu, on s'attache encore à le préserver. Donc là, l'idée, c'est de faire un étirage sur la pièce. On va faire une pointe. Ok. Alexandre Gury est compagnon. Il travaille essentiellement à la restauration de monuments historiques selon des techniques de forge anciennes. On essaye de retrouver par rapport aux stigmates et aux fantômes sur des pièces en restauration comment les anciens avaient travaillé. Le but, c'est de faire les mêmes erreurs qu'eux, pour que quand on restitue une pièce, on ne puisse pas voir la différence entre hier et aujourd'hui. Alors, cette flamme-là, avant d'être étirée comme ça, elle avait cette section-là, donc c'était un carré. D'avoir un petit morceau de fer qui doit faire 4 cm, de pouvoir l'emmener sur des longueurs de 40 à 50 cm, juste à la force des bras et avec comme outil une enclume et un marteau, ça reste assez extraordinaire. Alexandre applique son savoir-faire à toute la Normandie et même au-delà. Il est notamment responsable de toutes les serrures du Mont-Saint-Michel. Il connaît par cœur toutes les techniques de forge qu'on retrouve dans les manoirs, châteaux et cathédrales, quelles que soient les époques. La pièce qu'on a forgée tout à l'heure, donc qui est un trou renflé, on va la retrouver sur ce type de grille. Cette petite grille-là s'en va sur un monument historique situé dans le Perche. C'est une fierté de travailler sur du monument historique puisqu'on s'inscrit dans une conservation et une transmission. Ces métiers anciens qui se perpétuent à Villedieu-les-Poêles rayonnent bien au-delà du village et permettent de conserver notre patrimoine historique en Normandie et dans toute la France. Quand même venir à Cabourg pour terminer ce voyage. Je trouve que c'est un bel endroit, hein, Jean-Marc. Très vaste, surtout quand la mer est basse comme ça, là. Donc c'est vrai qu'on a un horizon qui est exceptionnel, là, entre Ville-Deauville et Ouistreham, là-bas. Toi, tu as toujours vécu ici? Alors moi, j'ai toujours vécu à Cabourg, non. Je suis né à Trouville. Ouais. Et je suis arrivé à Cabourg en 91. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Il y a quelques décennies déjà. Il y a quelques décennies, ouais. Bon, c'est une super idée de m'amener faire du char à voile. Je sais pas si on va s'en sortir, mais on va essayer. Je crois que t'en as jamais fait. Bah non, j'en ai jamais fait. T'en as jamais fait non plus? Moi, quand j'étais minot à Trouville. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. Alors, on va se rapprocher des chars. Au niveau de l'équipement, il vous manque juste un petit casque parce que c'est obligatoire en char à voile. Hein. Hop, il y en a un ici. Merci. Pas beaucoup de vent, donc on va être obligé de pousser le char pour le lancer. Quand on pousse le char, on va créer du vent dans la voile. T'es prêt? Prêt. Allez, board. Allez, vas-y. Ah, on peut vraiment border. Ah. Attends Jean-Marc, je vais venir t'aider. Ah, c'est gentil ça. Bien poussé mon petit. On va pas être trop de deux. Vas-y. Allez, vas-y. Encore. Alors, fais-toi le demi-tour tout de suite, Jean-Marc. Va pas dans l'eau.
Allez, tourne vite, 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 vite. Super, parce que même avec très peu de vent, il y a quand même pas mal de sensations. Je trouve ça génial, l'impression d'être un peu quand même sur un karting, parce qu'on est très bas, au ras du sol du sable, c'est marrant. Hein. Quand il y a du vent, ça doit être bien sympa. Hein. Ah bah oui. Et puis on peut passer dans les bâches d'eau, il y a des gerbes d'eau, il y a plein de choses qui font que voilà, ça augmente aussi les sensations, quoi. Bah, d'ailleurs, je crois que Jean-Marc allait t'en parler, il va t'envoyer les frais de pressing. Et là, Jean-Marc, pour moi, il est sec là. Ouais. Je retrouve, tu vois, quelques caractéristiques des villages de Normandie dans lesquels j'ai été avant de venir. Évidemment, les maisons à colombage, les petits toits très taillés, tu vois, je trouve, très géométriques. Oui. Le Cabourg a été créé dans les années 1850-1860. Les premières villas datent à peu près de cette époque. Et les gens ne se mettaient pas sur la mer parce qu'ils ne voulaient pas entendre le bruit des vagues, la mer. Donc ils étaient plutôt en contrebas. Et aujourd'hui, tout le monde rêve d'avoir une vue mer. Ouais. Maintenant, c'est le double du prix par rapport à derrière, quoi. Enfin, j'exagère, mais pas loin, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une espèce d'âge d'or de Cabourg Oui, bien sûr, il y a eu l'âge d'or quand il y a eu Marcel Proust dans les années 20. Est-ce qu'il venait ici parce qu'il y avait des, je sais pas, des propriétés thermales Oui, c'est ça, c'était l'air de la mer, le jeu du bien. Bon, ton bar, j'ai quand même hâte de découvrir parce qu'en préparant mon voyage, on m'a dit qu'il faut absolument aller chez Guillou, il faut absolument rencontrer Jean-Marc. C'est le personnage que tout le monde connaît dans la ville. Hein. C'est un repère. Oui, c'est vrai que c'est un bar emblématique qui a été créé en 1957 et c'est vrai qu'il est quasiment indispensable de passer chez Guillou Brun-Vert. Et évidemment, la petite façade à colombage. Tout à fait, normande, typique de chez nous. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Donc voilà, le fameux bar qui est ouvert depuis 1957. Le papy peintre, comme tu peux voir, qui n'a pas changé qu'à l'époque. Les assiettes au mur, les tabourets de bar, le bar en forme de tonneau, les tables en formica rouge, les chaises en sky. Tout est d'origine et rien n'a changé. C'est vrai que bon, c'est un univers qui est quand même un peu exceptionnel, qui est un peu hors du temps, quoi. Il y a une âme, il y a beaucoup d'habitués, beaucoup de gens qui viennent de génération en génération. Plusieurs générations viennent parfois en même temps. Moi j'aime bien quand les gens se mélangent, quand les gens se rassemblent. Ouais, je trouve que là, ce mélange générationnel, il fait du bien, quoi. Oui, c'est vrai. C'est cet endroit qui crée ça, finalement. Exactement. Je peux pas partir d'ici sans goûter le Cabourg. Bien sûr, hein, j'ai préparé ça. Ok, bon bah je me mets par là. Hein. Oui, ça marche. Donc ça, c'est le calvin et la liqueur de pomme. Ok. Voilà un petit Cabourg. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quelle émotion tu as voulu créer ou recréer par rapport à Cabourg? En fait, c'était un vœu du maire de la ville à l'époque qui voulait un cocktail qui soit en rapport avec la ville, qui s'appelle le Cabourg, et qui est les ingrédients qui correspondent à la Normandie, le calva, la liqueur de pomme. Ouais, c'est costaud quand même. Hein. C'est goûtu. Merci à toi. Hein, avec plaisir. D'avoir fait découvrir cette petite ville. Et puis je finis mon voyage avec le cocktail. Ouais. Et je vais le boire doucement. Ah, allez, à la vôtre. Hein. À la vôtre. Et bien voilà les amis, c'est ici que se terminent mes échappées belles en Normandie, de village en village. Alors vous le savez, au début de ce voyage, j'avais envie d'aller voir ce qui animait les gens qui font le choix de vie d'habiter dans les petits villages normands. Et bien ce qui m'a marqué d'abord, c'est que la plupart de ceux qui m'ont accueilli trouvent ici l'endroit idéal pour vivre leur passion et exprimer leur talent. Je pense par exemple à Paul, le moniteur d'escalade de Clécy, ou encore à Philippe, le jardiniste du Perche. Et puis j'ai été touché
par les élans de solidarité que j'ai rencontrés parfois. Par exemple, à Port-en-Bessin, dans cette petite communauté qui vit en bord de mer, cette communauté de pêcheurs, où j'ai rencontré Anne-Claire et les sauveteurs de la SNSM qui se mobilisent tous ensemble dans le village pour porter secours aux marins en péril. D'une certaine manière, ces villages sont un nouveau lieu d'aventure où les gens peuvent réussir à être eux-mêmes tout en établissant des liens très proches avec ceux qui les entourent et le tout dans une nature vraiment magnifique. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité de cette nature entre la façade maritime et l'intérieur des terres. Alors j'espère que cette émission vous aura donné envie de vraiment franchir le pas, si vous aussi vous avez envie d'aller vivre à la campagne. Si les villages de Normandie vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, les amis. Et très vite, pour de nouvelles aventures, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!